Daniel Ben-Simon, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, nous souhaitions vous parler ce matin de la situation du Parti travailliste qui semble être de plus en plus précaire, on va dire. Les sondages, on parle de ce qu'on appelle le grand siphonnage par le haut, avec les deux grands partis qui se renforcent, bleu-blanc d'un côté, le Likoud de l'autre. Mais cela se fait au détriment des plus petites formations et le Parti travailliste semble de plus en plus flirter avec le seuil d'éligibilité, même s'il est encore au-dessus. Vous êtes inquiet pour l'avenir? Est-ce que vous craignez que le Parti travailliste, il y a une figure disparaisse de l'échiquier politique après ces élections du 17 septembre? Je ne sais pas si je crains, mais on parle de plus en plus au sein du parti que ça peut arriver, que juste après les élections, le Parti travailliste cessera d'exister. Et on parle déjà du jour après ces élections, comment remonter la situation du parti et comment changer tout le fait que le public israélien n'est pas attiré par le parti. Alors peut-être que malheur, pour quelque chose, malheur est bon. Alors on voit ça d'une façon tragique, bien sûr, c'est la fin d'un parti fondateur, mais aussi peut-être le début d'un nouveau parti rénové et avec des nouvelles forces et des nouvelles personnes. Alors pour vous dire que on est conscient de ce qui se passe. Les sondages ne sont pas très bons, et puis comme vous avez dit, et c'est vrai, que plus on approche des élections, plus les électeurs pensent que leur vote, comment préserver leur vote, comment changer la situation. Alors peut-être qu'ils iront vers les grands partis. Au dernier moment, ils se posent la question, les petits partis ne font aucune différence. Alors passons au Likoud, passons Kahol Lavan, passons au grand parti, et ça peut arriver au Parti travailliste cette décision des électeurs au dernier moment peut changer l'avenir du parti, peut-être la disparition. Alors, Daniel, il me semble un paradoxe, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cela. D'un côté, on a l'impression que pour la première fois, au sein de ce parti travailliste, il y a à la tête un homme comme Amir Peretz. C'est pas la première fois qu'il est président du Parti travailliste, mais on peut véritablement parler de lui comme celui qui brandit l'étendard social, on va dire presque à outrance. Il a été président de la Histadrout, et à côté de lui, Orly Levy Abekassis, elle-même aussi, qui brandit un étendard social. Le Parti travailliste, de manière paradoxale, lorsqu'il revendique ce socialisme dont il porte le nom, eh bien, il est de plus en plus affaibli. Comment expliquer ce paradoxe? Personnellement, je ne sais pas comment expliquer le fait que deux candidats d'origine marocaine viennent au Parti travailliste, voilà. Amir Peretz et Orly Levy, et les électeurs d'origine marocaine ne viennent pas en masse pour soutenir ces deux candidats. Trois séfarades avec le numéro 3 en tête du parti, et le parti est en train de perdre des électeurs. Alors pour vous dire, peut-être que c'est un mythe qu'il faudrait mettre un Marocain en tête du Parti travailliste. Ça n'a pas changé la situation, mais ça affaiblit le parti. Est-ce que c'est peut-être peut-être qu'il y a eu un départ, on va dire, de ce que l'on pourrait appeler l'establishment ashkénaze qui restait encore au Parti travailliste vers d'autres formations comme le Meretz ou alors Bleu-Blanc? C'est exact. Pourquoi ça se fait? Je ne sais pas s'il y a des raisons sur la base ethnique ou raciste, mais le fait que Amir Peretz devient chef du parti, les électeurs ashkénazes s'enfuient. Il amène avec lui Orly Levy de Beth Shean. Ils s'enfuient de plus en plus. Est-ce que c'est pour des raisons personnelles, politiques, pour d'autres raisons? Mais le fait, c'est que le parti ne gagne pas de nouveaux électeurs. Pour vous dire que la présence ashkénaze dans les partis, dans ce parti surtout, change la situation. Vous prenez Kahol Lavan, dans les 10 premiers, il y a le parti de Barak. Je l'appelle le parti de Barak, malgré c'est le Meretz, oui. Mais c'est lui qui donne le ton. Il y a 10 ashkénazes en tête et un séfarade. Personne ne se pose la question, est-ce que ça suffit un séfarade? S'il y a 2 séfarades en tête du Parti travailliste, beaucoup de lecteurs pensent que c'est un peu trop. Alors pour vous dire que ça fait partie de cette mosaïque israélienne où la participation ou la présence séfarade n'est pas toujours bien vue, et surtout quand c'est dans les partis de Parti travailliste qui a une histoire incroyable avec les séfarades et surtout d'origine marocaine. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, c'était une erreur de la part d'Amir Peretz de ne pas former un bloc avec Meretz et avec même le parti d'Ehud Barak?
Il pouvait pas personnellement, et il n'a pas dit ça aux électeurs. C'est très dommage. Il n'est pas venant de Sderot, avec toute cette mosaïque, comme j'ai dit, mosaïque israélienne. Il peut pas faire partie du Meretz, rentrer au Meretz, et avec pour venir de Sderot, d'une ville où presque tous les habitants sont d'origine séfarade, c'est difficile. C'est pour la raison pour laquelle il est allé voir Orly Levy avec Assis, c'est surtout culturel, non pas politique. Bien sûr qu'elle est de droite, bien sûr qu'elle est, mais c'est la fille de David Levy. David Levy, c'est un symbole de la politique israélienne qui a été blessé, affaibli à cause de sa façon de parler, de son origine. Et là, il est allé le voir pour demander la main de sa fille, la main politique. Et à Sderot, c'était très bien vu. À Tel Aviv, c'était très mal vu. Pour les gens de Tel Aviv, il a affaibli la gauche. Pour les gens de Sderot et d'autres villes de développement, il a démontré une certaine solidarité en restant dans le contexte politique séfarade, un peu religieux, un peu culturel. Et là, c'est les Israéliens, surtout de gauche, on dit il a cassé la gauche, c'est à cause de lui qu'on va perdre les élections. Ben, il ne peut pas aller avec la gauche. Il n'a jamais été de gauche. Même quand il était de gauche politiquement, culturellement, il est resté vraiment lié au séfaradisme, aux valeurs de la communauté séfarade. Et si vous comprenez ce que je dis, il a gardé ses valeurs marocaines. Et aller avec le Meretz, un parti où tout est permis, ça aurait été un peu trop pour lui. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, même 70 ans après la création de l'État d'Israël, entre 50 et 60 ans après l'aliyah massive des Juifs du Maroc, eh bien, il y a toujours un vote ethnique, un vote dans une partie au moins de la population israélienne, et même à gauche. Daniel, est-ce que je vous montre quelque chose que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas? C'est la même chose. Plus ça change, plus ça reste la même chose. On est là, 70 ans après, dans un vote ethnique. On ne peut pas avoir un parti Kahol Lavan avec 4 personnes très ashkénazes en tête du parti. Ça ne se fait pas dans une mosaïque israélienne où il y a toutes les couleurs, il y a toutes les cultures. Pour vous dire que c'est basé sur la politique qui voit les choses différemment. Alors ça reste et des fois ça devient de pire en pire. Pour vous dire que c'est 70 ans après, on n'a pas encore touché ces grandes questions. Comment faut-il faire pour donner une représentation à toute la culture israélienne? Parlons des Éthiopiens, il n'y a presque pas d'Israéliens d'origine éthiopienne dans la politique israélienne, d'origine russe. Il n'y a pas, il faut aller chez Lieberman pour rentrer à la Knesset. Et pour vous dire que c'est resté presque une fédération de tribus, et la tribu ashkénaze reste toujours la plus forte. C'est pas les mêmes tribus dont parlait le président de l'État dans son fameux discours des 4 tribus, mais vous dites que la tribu ashkénaze, elle reste toujours très forte. Ça me permet de revenir à un éditorial qui est paru dans la presse israélienne de ce matin de Gidon Levy, un peu étonnant de la part de Gidon Levy, qui, on le sait, défend ardemment la cause palestinienne. Dans le Haaretz de ce matin, eh bien, il semble défendre d'une certaine manière Binyamin Netanyahou en affirmant que ceux qui prétendent que tout était bien mieux avant l'ère de Netanyahou et même avant que la droite n'arrive au pouvoir, eh bien oublier le Pinkas, le carnet du parti qu'il fallait avoir pour espérer mener une carrière en Israël, la presse qui était totalement entre les mains de Ben Gurion à l'époque, et puis il ne le mentionne pas, Gidon Levy, mais il pourrait d'une certaine manière également mentionner ce que l'on appelait le second Israël à l'époque. Oui, Gidon Levy, il a bien sûr sa penser sur la question palestinienne, sur la paix entre Israël et les Arabes, mais là, il n'aime pas l'approche de la gauche, il s'approche des séfarades de temps en temps, surtout pour attaquer la gauche, le racisme de la gauche. C'est pas pour la cause séfarade. Et ce serait trop difficile pour moi d'expliquer et d'analyser Gidon Levy, mais il y a les problèmes des années 50, de la fondation de l'État, des années 40, sont restés toujours là. Et quand on forme, j'ai fait partie, pas seulement de la Knesset, mais du Parti travailliste, où on cherchait des noms. Et chaque nom qu'on cherchait pour attirer des électeurs, c'était quel impact ça aura sur la population, quel impact ça aura sur la communauté de ce monsieur. Les généraux, Gabi Ashkenazi, est-ce qu'il est d'origine ashkénaze ou séfarade,
Gantz, est-ce que ses yeux bleus vont travailler bien pour les électeurs ashkénazes ou les séfarades? Et vous voyez les photos partout, ça joue au sein de la population israélienne, comme ça joue alors que ce n'est pas marquant à droite, il faut bien l'avouer. Au Likoud, il y a des gens de gauche, il y a des gens des nationalistes qui soient séfarades, ashkénazes, on ne fait pas vraiment la différence. Et Daniel, je comprends votre approche. Non, le Likoud a d'autres problèmes. Le Likoud a d'autres problèmes. Oui. Et le fait que les 40 premiers députés qui ont été choisis pour être en tête du parti, 40 premiers, ont signé une lettre de soutien à Netanyahou. Est-ce que ça n'a jamais été fait dans la politique israélienne? Oui. Alors, le Likoud a d'autres problèmes. Non, je parle de l'aspect séfarade et ashkénaze. Je parle aussi de l'aspect séfarade. Le Likoud a beaucoup plus de séfarades, mais la façon de diriger ce parti n'est pas bien pour la démocratie. De faire signer quelqu'un pour avoir son vote, c'est du jamais vu. C'est un pays, pas seulement c'est contre la façon juive de débattre toutes les questions, et la façon israélienne, cette liberté. Là, le Likoud a d'autres problèmes avec M. Netanyahou, et M. Netanyahou aussi, il a formé un parti avec beaucoup plus c'est-à-dire, le Likoud a d'autres problèmes, vous le savez bien, mais ne rentrons pas dans ces problèmes, mais sur la question ethnique, il semble avoir donné plus de représentation aux séfarades que d'autres partis. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle les séfarades votent Likoud en masse, je pourrais dire, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il y a d'autres raisons, pas seulement la représentation séfarade, mais les valeurs que le Likoud essaye d'avancer sur la question de la religion et de la terre et des implantations et d'autres questions qui sont à la base de l'existence israélienne. Eh bien, Daniel Ben-Simon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur cette situation, on va dire, très précaire et délicate du Parti travailliste aujourd'hui. Dans les sondages, bien que ça ne veuille pas obligatoirement dire présager, on va dire, de la fin du Parti travailliste, mais en tout cas, une situation précaire et cette tension toujours ethnique entre séfarades et ashkénazes dans la gauche israélienne, au moins dans une partie de la gauche israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalitaï. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.